Alors, amis combattants de la boxe pied-point, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo sur laquelle on va essayer d'aborder la question de comment préparer et aborder un assaut, que ce soit en combat ou bien à l'entraînement. Alors, on va d'abord commencer à l'entraînement, puisqu'à l'entraînement, toujours est-il que vous, du moins vous combattez avec des personnes dont vous avez l'habitude, vous connaissez donc leur niveau, leur puissance et vous connaissez aussi leur caractère. Donc ça fausse un peu les données. Après, ça dépend bien évidemment de l'endroit où vous vous situez, car je sais que dans certaines salles, même quand vous débutez, vous êtes souvent sujet à des frappes qui sont assez dures ou assez fortes. Vous faites de la boxe pied-point et donc vous devez être à même de recevoir des coups. Seulement, ce n'est pas toujours évident et je tiens à vous le signaler. D'ailleurs, moi-même qui ai commencé, et j'ai commencé donc au milieu des années 80 et toutes les approches que j'avais en ce qui concerne l'entraînement étaient des approches qui étaient assez brutales, assez frontales et assez dures. Hein. Nombreux sont mes camarades de l'entraînement qui abandonnaient au bout d'une année ou deux parce que le niveau était un peu trop élevé pour eux. Comme je vous le dis, c'est soit vous restez, soit vous partez. Alors, bien évidemment, comme j'ai eu beaucoup d'entraîneurs et beaucoup d'entraîneurs avaient des méthodes différentes et des approches différentes de concevoir la boxe pied-point, donc je me suis inspiré un peu de toutes ces approches pour essayer donc de forger ma propre éducation en ce qui concerne la boxe pied-point et ce qui m'a amené au haut niveau. Alors pour commencer, disons qu'il y a plusieurs manières d'aborder un assaut ou un combat à l'entraînement et ensuite dans un combat réel, devrais-je dire. Mais ça, on en parlera un peu plus tard. Déjà à l'entraînement, on va partir du principe où vous connaissez déjà les bases. Ça fait 1 ou 2 ans que vous pratiquez, d'accord? Alors il est normal qu'au début, lorsque vous vous entraînez avec des personnes qui ont à peu près votre niveau. C'est logique. Si vous êtes dans la classe des débutants, dans la classe des intermédiaires ou bien des confirmés. Alors, j'aime pas trop le mot intermédiaire, on va dire soit vous avez moins d'1 an ou 1 an en ce qui concerne votre pratique, soit vous avez entre 1 et 3 ans, voire plus. Et donc, je considère que si vous avez moins d'1 an, vous êtes un débutant, et si vous avez plus d'1 an, vous commencez à devenir un confirmé. Après, le terme confirmé peut être soit dès l'instant où vous avez commencé les combats, et donc on peut affirmer que si vous avez déjà commencé les combats, vous êtes quelqu'un à même de pouvoir donc vous exprimer correctement et que vous connaissez toutes les armes. Seulement, il y a des échelons lorsque l'on commence un peu. Quand vous pratiquez un art martial, vous avez donc différentes ceintures qui vous permettent donc d'apprendre différentes techniques et de progresser par la suite. Et bien en pied-point, que vous le sachiez ou non, vous avez effectivement aussi des grades. Alors en savate, en kickboxing ou autre, c'est pas uniquement vous arrivez et vous allez tout connaître d'un coup, non. Il est bien évident que la boxe pied-point, étant donné qu'il n'y a pas énormément de coups à apprendre, hein, les coups de poing donc, concernent essentiellement les coups de poing de boxe anglaise, donc il n'y en a pas 36 000, hein, sauf celles après que vous pouvez inventer. Et en ce qui concerne les coups de pied, dans la discipline propre, il n'y a pas non plus énormément de coups de pied, les coups de pied circulaires, les coups de pied frontaux, et à la rigueur, donc les spéciaux, à savoir les coups de pied retournés. Mais vous pouvez aussi, tout dépend de la boxe que vous pratiquez, emprunter des coups de pied au karaté et dans les autres formes d'arts martiaux. Voilà. Alors, à l'entraînement, il faut savoir que lorsque vous allez aborder donc un assaut, et là j'entends bien, tout dépend bien évidemment de l'enseignement que vous a donné votre entraîneur. Parce qu'il y a des enseignants qui, automatiquement, que vous soyez à l'entraînement ou pas, il faut rentrer dans le vif du sujet et plus ou moins mettre un peu d'intensité et un peu de frappe. Il y en a d'autres qui modèrent un peu, tout dépend de votre niveau. Donc les frappes seront moins atténuées et on est plus dans le partenariat que dans l'échange un adversaire contre un autre. D'accord? Moi, je préfère cette approche-là en ce qui concerne le partenariat. Je trouve qu'on apprend mieux, et par la suite, effectivement, on développe une meilleure boxe. Alors après, ça ne veut pas dire que l'on deviendra champion à tout prix, hein, c'est pas ça. Mais on se concentre d'abord sur ce que l'on sait faire. Par la suite, on peut être aidé bien évidemment par notre partenaire qui peut nous donner des indications, tout dépend de son niveau, effectivement, mais on se concentre effectivement sur la maîtrise des coups que l'on peut avoir. Alors, cette approche démarre comment? On démarre toujours par de l'observation et de la visualisation. L'observation, c'est quoi?
Quand j'ai l'habitude de tourner avec les partenaires que j'ai à la salle, j'observe bien évidemment comment est-ce qu'ils se déplacent. Je connais bien évidemment leur niveau et je connais leur caractère. Alors connaître le caractère, c'est quoi? C'est-à-dire que si à un moment donné, un coup de poing ou un coup de pied va m'échapper et que je vais le toucher de manière forte, est-ce que ce partenaire va s'en prendre à moi directement, en oubliant bien évidemment les règles du fair play et savoir qu'on a un entraînement et qu'un coup qui peut partir, ça arrive, ou alors au contraire, me prévenir en disant hey, va doucement, là on a l'entraînement et autres. Voilà, c'est ça connaître le caractère de son partenaire. Mais visiblement, il n'y a pas trop de soucis là-dessus à avoir quand vous êtes à l'entraînement. Je pense, sans trop me tromper, que généralement, tous les partenaires avec lesquels vous allez tourner sont des partenaires bienveillants. Bien. Alors, l'observation. Donc, je vais tourner avec un partenaire, que ce soit une femme ou un homme, peu importe. Ce qui m'intéresse, c'est les coups qu'elle va me porter et comment est-ce qu'elle va aborder l'assaut. Alors, quand je dis assaut, hein, c'est pour dire qu'on est à l'entraînement. Lorsque je vais parler de combat, ça veut dire qu'on va frapper donc avec des touches à frappe réelle. D'accord? Pour l'instant, nous sommes à l'entraînement et nous pratiquons de l'assaut. Que cet assaut soit appuyé ou non, ça reste de l'assaut. Et comme je vous l'ai dit précédemment, en partenariat avec mon partenaire. Et j'insiste sur le mot partenaire. À l'entraînement, on a des partenaires. On peut avoir des adversaires, si tant est que on les définisse comme cela. Mais pour l'instant, à l'entraînement, on a des partenaires. Donc, je vais tourner avec différents partenaires. J'observe, ou du moins, je connais leur manière de boxer. Je sais quelles sont donc, on va dire, les choses qu'ils mettent en place habituellement et comment est-ce qu'ils abordent un assaut. Ils peuvent aborder un assaut de manière différente, tout dépend du niveau avec lequel la personne avec laquelle ils vont tourner, ou bien aborder de la même manière et peu importe le niveau de la personne qu'ils ont en face. Il peut y avoir encore d'autres multitudes, mais on ne va pas rentrer dedans, sinon je n'en terminerai jamais et la vidéo risque de durer 3 semaines. Donc on commence, tout simplement. Observation. Ensuite, visualisation. Visualisation, je vais y arriver. Qu'est-ce que c'est la visualisation? C'est lorsque, dans votre tête, vous êtes en train de préparer votre combat ou à la rigueur de le faire. D'accord? Vous êtes ici, vous imaginez que le partenaire va attaquer de telle manière, vous allez riposter de telle manière, vous allez tourner comme ceci et autres. Vous allez prendre en considération ses forces et ses faiblesses, de même que vous allez prendre en considération vos forces et vos faiblesses. De manière à pouvoir vous déplacer correctement, travailler votre côté arrière, votre côté avant, et ainsi de suite. Généralement, commençons bien évidemment toujours, et encore, j'ai envie de dire, par les bases. Les bases, quelles que c'est. Les bases, donc c'est les différents coups de poing et les premiers coups de pied que vous avez appris. Ne commencez pas tout de suite lorsque vous abordez donc un assaut à l'entraînement par des coups de pied retournés, des Superman punch, des trucs qui partent dans tous les sens. Ça peut être une technique, je ne vous dis pas le contraire, mais essayez de rester sobre dès le début. Tout dépend quel partenaire vous avez en face. Il y a des partenaires pour qui cela va impressionner et donc ils ne vont pas s'engager dans l'assaut, et il y en a d'autres qui risquent de vous perturber parce que tout ce que vous faites, ils le connaissent déjà et arriveront à vous toucher sans même que vous les ayez touchés. Et là, la question se pose, qu'est-ce qui vous reste par la suite? Nada, rien du tout, walou. Donc, on se concentre. J'ai pour habitude de dire que lorsque vous vous mettez en position de garde, alors bien évidemment, vous pouvez bluffer votre partenaire et vous mettre en position donc dans l'autre garde, de manière à pouvoir le dérouter. Mais le mieux, comme je vous l'ai dit, c'est pas de partir dans tous les sens. Abordez un assaut à l'entraînement comme si vous vous disiez que c'est un combat. Donc, je me mets dans la bonne garde au départ. Jambe avant gauche si je suis droitier, jambe avant droite si je suis gaucher. Je monte bien mes mains, d'accord? Et j'insiste, votre garde doit être correcte. Peu importe si la personne que vous avez en face de vous a un niveau moindre que le vôtre. Le but du jeu, c'est de respecter tout le monde. Après, sauf quand vous faites des assauts et qu'on est là pour rigoler et s'amuser, là, c'est différent. Mais essayez, là, on est dans le cas où on aborde un assaut véritablement. Donc, une garde correcte, les mains bien hautes,
On n'est jamais à l'abri. Donc d'un coup, même les débutants peuvent vous toucher, croyez-moi. Même si vous avez un niveau qui est élevé, tout le monde peut vous toucher. Donc soyez sur vos gardes. Être sur ses gardes, ce n'est pas avoir les épaules hautes, être crispé, montrer donc une certaine nervosité ou bien un regard de tueur vis-à-vis de votre partenaire. C'est pas ça. C'est simplement montrer effectivement que vous êtes efficace dès le début, que vous êtes concentré, focus sur ce que vous avez à faire, et ça suffira. On monte les mains, et lorsque vous avez fait toute cette étude en ce qui concerne l'observation et la visualisation, dites-vous, est-ce que c'est moi qui donne le premier coup ou c'est mon partenaire? Généralement, le premier coup est donné par celui qui a un niveau plus élevé que son partenaire. Pourquoi? Parce que le partenaire va attendre. Il a peur, il se dit qu'est-ce que je vais prendre comme coup de pied ou comme coup de poing. Et donc voilà. Donc faites-lui donc grâce de lui donner le premier coup de manière à le mettre en confiance en lui disant, tu vois, je t'ai porté un coup, il n'est pas très fort, donc vas-y, exprime-toi, on est là pour travailler. C'est ce que doit exprimer le premier coup que vous allez donner. Généralement, tout doit partir de votre côté avant. Que vous ayez donc votre direct ou une jambe avant en coup de pied circulaire. Ne commencez pas à donner un front kick ou bien un chassé dans l'axe. Ça, c'est un coup de pied généralement qui montre que vous ne souhaitez pas, ou du moins vous livrez, que vous ne souhaitez pas que le partenaire vous touche. Donnez-lui un coup très basique. Le premier qu'on apprend, généralement, c'est le direct du bras avant. Donnez votre direct du bras avant. Ou bien le coup de pied bas ou le coup de pied médian circulaire. Pas le high kick. Si vous donnez le high kick au début, ça montre que vous voulez lui exploser la tête, et ça, c'est pas très bon non plus. Donc, soyez sobre, direct, jambe. Voilà. Des choses qui lui permettent soit de vous contrer, soit de répondre derrière. Ensuite, observez son attitude. Est-ce qu'il est fuyant? Est-ce qu'il vous donne des coups très rapidement et il se sauve? Ou alors, au contraire, est-ce qu'il accepte l'échange? S'il accepte l'échange, c'est tout bénef pour vous. Là, vous savez que vous pouvez travailler en bonne harmonie tous les deux. Mais j'insiste, concentrez-vous d'abord sur tout votre côté avant. Les coups de pied avant. Ensuite, bien évidemment, si il vous met par exemple un coup de pied circulaire, à ce moment-là, vous pouvez sortir le front kick pour lui montrer que, tu vois, au moment où tu vas me donner un coup de pied circulaire, si je t'intercepte avec mon front kick, voilà ce qui risque d'arriver. C'est pour lui montrer ensuite les failles qu'il y a, ou du moins la réponse qu'il peut avoir lorsqu'il donne tel coup de pied. Là, je parle évidemment si vous n'avez pas le même niveau. Si vous avez le même niveau, là, vous allez rentrer forcément dans un échange qui risque d'être un peu plus, je ne vais pas dire brutal ou frontal, mais un peu plus observé. Tout ce que vous allez faire va être observé par votre partenaire, et tout ce que lui va faire va être observé effectivement. Bien évidemment, si vous avez l'habitude de tourner ensemble tous les deux, alors vous pouvez faire un bon partenariat et travailler efficacement tous les deux. Vous donnez un coup de poing, il réplique automatiquement, vous tournez, et des fois on peut partir dans des échanges où il y a beaucoup donc de coups qui sont donnés simultanément, voire, mais jamais vous ne rencontrez de choc. D'accord? Il y a un peu un effet miroir inversé. Je vous rappelle que l'effet miroir, c'est quoi? C'est si je donne donc mon direct du bras avant, l'effet miroir va faire que si le partenaire est dans la même garde que moi, c'est son bras arrière que je vais recevoir. C'est ça l'effet miroir. Mais l'effet miroir inversé, c'est si je donne mon bras avant, il donne également son bras avant. D'accord? Donc s'il donne son bras avant aussi, et qu'on continue à travailler comme ça, il n'y a jamais de choc entre nous. Ensuite, je rentrerai un peu plus en détail sur le fait que quelles sont les réponses que vous pouvez apporter sur un direct, un coup de pied circulaire, un coup de pied qui est donné dans l'axe et autres. Pour l'instant, concentrons-nous sur l'approche. Donc, travaillez efficacement tout votre côté avant, les bras, les jambes. En ce qui concerne donc les coups de pied donnés de la jambe arrière, vous pouvez les donner de deux manières. Soit en ventilant. Alors, ce que j'appelle ventiler, c'est travailler sans tenir compte de votre partenaire. C'est-à-dire, vous voyez comment est-ce qu'il observe, comment est-ce qu'il se déplace, mais vous, tout ce que vous travaillez, c'est les zones où vous sentez qu'il y a des trous ou des zones sensibles. Vous travaillez comme si vous étiez au sac, en fait. Et chaque coup que vous allez donner va avoir une réponse de votre partenaire qui va vous permettre de pouvoir répondre automatiquement derrière. C'est ça, ventiler. Et des fois, on peut travailler efficacement à deux.
C'est ce qu'on appelle aussi dans notre jargon pugilistique du « à toi, à moi ». Je te touche, tu me touches, je te touche, tu me touches. Toujours dans la bienveillance et toujours en étant maître de ses coups, sans jamais chercher à frapper fort. Là, c'est l'idéal, c'est convenable. Maintenant, passons à l'approche que vous pouvez avoir lorsque vous êtes en combat. En combat, bien évidemment, il y a un travail qui s'est fait en amont, c'est-à-dire qu'avec votre entraîneur, vous avez observé votre futur adversaire, si tant est qu'il a énormément boxé. À mon époque, pour obtenir des images ou voir comment votre partenaire allait boxer, il fallait vous déplacer dans le lieu de rencontre pour voir comment il allait évoluer. On n'avait pas de téléphone portable qui filmait quoi que ce soit. Il y avait bien évidemment des caméscopes, mais si vous arriviez à choper quelqu'un pour filmer, il fallait lui demander de filmer aussi votre combat. Mais bon, ça, c'est pas donné à tout le monde, parce que les caméscopes, ça courait pas les rues. Hein. Mon premier caméscope, je peux vous dire que moi, je l'ai eu en 1900, que je dise pas de bêtises, 90-91 à peu près. Sachant que j'avais commencé à boxer en 1985. Donc j'ai plein de combats qui ne sont pas sur vidéo, parce qu'à l'époque, c'était très difficile donc de filmer. Donc on était obligé, si je savais que mon futur adversaire allait boxer dans telle ou telle région ou dans telle ou telle ville, louer une voiture ou prendre un véhicule et tracer la route et assister à son combat. Donc l'observation se faisait donc uniquement de manière visuelle et mémorielle, puisqu'il fallait se souvenir donc de tous les coups qu'il faisait. Mais en gros, comme on était souvent plusieurs, chacun apportait sa pierre à l'édifice. Mon entraîneur donc était plus sur l'aspect stratégie, technique. Moi, j'étais plus concentré donc sur mon partenaire en lui-même, à savoir, est-ce qu'il frappait fort? Quels étaient ses segments? Est-ce qu'il était plus grand, plus petit ou de même taille que moi? Tout ça, c'est de l'observation. D'accord? Quelles étaient ses zones de prédilection? Est-ce qu'il frappait énormément au visage, au corps? Au niveau des coups de pied, est-ce qu'il frappait uniquement en zone basse, en zone médiane ou en zone haute? Tout ça, il fallait le prendre en compte. Et ensuite, travailler. Au niveau de son déplacement, est-ce que c'était quelqu'un qui était fuyant, beaucoup sur la réserve, ou alors il était tout le temps en train d'attaquer? Est-ce qu'il savait faire? Il y avait un rapport 50-50 entre l'attaque et la défense. Voilà. Ça, tout ça, il fallait l'observer et ensuite le reproduire avec différents partenaires que vous aviez à l'entraînement pour pouvoir être efficace. Alors, il est bien évident que comme il y avait très peu de gauchers à l'époque, si vous saviez que vous alliez rencontrer un gaucher, ça devenait beaucoup plus problématique. Puisque, comme je vous l'ai déjà dit, le gaucher, en ce qui concerne sa zone de frappe, sur son côté arrière, il a automatiquement votre zone du foie, à laquelle il peut obtenir avec son coup de pied. On est d'accord là-dessus? Vous, vous aviez, en ce qui concerne votre côté arrière, les côtes flottantes. Voilà. Mais un peu comme dans tous les sports, j'ai envie de dire, à une époque où les gauchers se faisaient rares, puisque maintenant, il y en a à foison, c'était très difficile. La chance que j'avais, c'est que mon frère aîné était gaucher. Donc travailler avec lui, c'était beaucoup plus facile pour moi. D'ailleurs, c'est pour ça que travailler dans les deux gardes ne me pose aucun problème. Bien évidemment, par la suite, j'ai rencontré d'autres gauchers, mais c'était comme ça. Il fallait observer. Ensuite, vous reveniez à la salle avec les informations, vous les combiniez avec ceux de votre entraîneur, et vous pouviez mettre une stratégie en place pour pouvoir boxer ce partenaire. Alors, quelquefois, c'était assez difficile, puisque il y avait des jours, voire des mois, qui s'étaient écoulés entre le moment où vous avez vu votre adversaire boxer et le moment où vous allez le boxer. Et donc, lui-même, certainement, soit vous avez observé ou autre, a dû modifier donc sa stratégie. Et quand vous arriviez au combat, la stratégie que vous avez mise en place, soit elle est bénéfique, soit elle est négative. Et donc, il va falloir tout changer. Mais souvent, je m'attribuais le premier round. Je partais sur le premier round, pas avec une stratégie en place, mais en essayant donc de faire les bases que je connaissais. Si ça rentrait, tant mieux, je continuais comme ça. Si ça ne passait pas, j'essayais de mettre la stratégie qu'on avait vue avec mon entraîneur en place. Mais souvent, je m'accordais le droit de faire sur le premier round ce que je voulais. Souvent, j'essayais donc de les piquer au vif pour qu'ils puissent travailler de manière forte, pour que je puisse observer
Est-ce qu'il me touche énormément? Est-ce qu'il fait mal? Est-ce que je ressens de la douleur lorsqu'il me frappe? Tout ça, c'était des informations que je mémorisais. Et ensuite, sur le deuxième round, j'essayais d'appliquer de manière différente mon approche. Voilà. Ça aussi, c'est une indication que vous pouvez faire. Alors, au combat, lorsque vous allez arriver, une fois que vous avez pris ces informations, soit en vous déplaçant, soit en observant donc des images prises sur Internet ou sur une vidéo, vous êtes dans la visualisation. Vous savez ce que vous savez faire, vous savez ce que le partenaire est capable de faire. Alors, il est bien évident que si vous tombez sur un combat où il met un KO, vous n'avez aucune information sous la dent. Donc c'est là où il va falloir redoubler d'efforts, que ce soit au niveau physique ou bien pugilistique. Donc on va dire qu'en gros, ne vous souciez pas trop de ce que sait faire votre partenaire. Je parle en termes de force. Souciez-vous de pouvoir être mentalement très fort, physiquement très endurant. Voilà. Et avoir un panel de réponses au niveau pugilistique à lui apporter, plus que lui ne pourrait vous apporter. Hein, s'il vous donne un coup, effectivement, il va falloir en mettre 2. Si vous en donne 3, il faut en mettre 4. Voilà. Et ainsi de suite. Si vous frappez en zone basse, il faut frapper en zone haute. Et inversement. Hein, s'il vous frappe très fort, même si vous sentez que vous frappez moins fort que lui, mais ça c'est toujours un a priori, vous devez être capable de lui faire mal tout autant que lui vous fait mal. Et ainsi de suite. Ne pas le montrer, ce qui est logique, mais vous pouvez aussi, souvent c'est de manière inconsciente, on hoche la tête des fois face à un adversaire qui nous a touché ou du moins qui nous a fait mal. Alors hocher de la tête, c'est pas dire « Oh, tu m'as fait mal, j'ai mal », non. C'est lui dire « Ok, tu veux jouer à ça, on va jouer à ça ». Voilà, c'est la réponse que vous pouvez lui apporter. Bon, les petits sont sortis, ça crie énormément, donc je vais essayer de continuer. Je ne sais pas ce que ça va donner au montage, mais on va voir. Bien. Donc nous étions dans l'observation, nous étions dans la visualisation. Maintenant, vous êtes au niveau de la confrontation. Cette confrontation, tout dépend de la boxe pied-point que vous avez. Vous pouvez effectivement soit vous rencontrer face-to-face, d'accord, ce qui se fait en boxe anglaise ou autre, lorsque les deux partenaires se voient, se serrent la main ou autre, ou bien vous méfiez l'un de l'autre. Lorsqu'il est à la pesée, vous n'y êtes pas. Lorsqu'il sort de la pesée, vous rentrez, ou ainsi de suite. Moi, en ce qui me concerne, j'en avais rien à faire, en fait. Qu'il soit là ou pas, ce n'était pas mon problème. Et j'avais déjà en tête ce que je devais faire, donc voilà. Et cordialement, j'allais lui serrer la main et lui souhaiter donc bonne chance ou bon courage pour la suite, tout simplement. Je n'étais pas dans le cas où, effectivement, on doit montrer les crocs tout de suite. Non, ça, c'est pas mon approche. Alors, je ne dis pas, il est bien évident que si votre partenaire vous a traité de tous les noms, a sorti des noms d'oiseaux ou a commencé à insulter vos parents, là, mon approche est différente. Mais c'est rarement le cas. Ok? Donc, confrontation. La confrontation donc se fait soit à la pesée, soit en attendant votre combat, vous arpentez la salle, vous regardez les autres combats, vous regardez où est votre partenaire, s'il est resté dans les vestiaires jusqu'à ce que votre combat approche, ou bien si lui aussi se promène aussi dans la salle. Tout ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte aussi. Est-ce qu'il est nerveux, pas nerveux? Est-ce que vous sentez qu'il s'éclate, il rigole, il n'en fait qu'à? Tout ça aussi, il faut le prendre en compte. Alors des fois, ça peut être un leurre. Hein. Des fois, ça peut être aussi une information. Soit la personne est trop relaxe, soit elle ne l'est pas assez. Tout ça, et je dis bien tout ça, ce sont des informations à prendre en compte, mais à ne pas vous formaliser là-dessus. Dites-vous, ah ok, d'accord, il est comme ça, tant mieux. Après, une fois que le combat va approcher, là, effectivement, vous allez au vestiaire et vous vous mettez dans votre bulle. Alors moi, tout dépendait des combats. Il y avait des combats où je me mettais dans ma bulle, très tôt, des combats où je ne me mettais pas du tout dans ma bulle, et au moment où j'étais dans ma bulle, c'est à l'approche donc du ring, ou une fois sur le ring, voilà. J'avais pas de consignes spécifiques, et même si mon entraîneur me disait fais ceci, fais cela, sois comme ça, là, là. J'ai essayé, hein, mais je voyais que ça ne me convenait pas, et donc j'avais mon approche personnelle. Voilà. Alors,
En règle générale, on est bien évidemment dans sa bulle, hein. On se concentre. Pendant que vous faites vos bandes, commencez déjà à visualiser votre approche du combat, la stratégie que vous allez mener. Voilà, est-ce que vous allez faire beaucoup de déplacements ou alors d'entrée, vous allez lui rentrer dedans. Tout ça, c'est un cheminement mental qui est très important. Très, très important. On visualise, on observe. Ensuite, une fois que vous allez passer le long couloir qui va vous amener sur le bord du ring et sur le ring, là, tout dépend des personnes. Soit vous êtes déjà dans le combat, d'accord, et plus rien ne peut vous perturber. Même des gens qui vous applaudissent, qui crient derrière vous, qui vous insultent ou quoi que ce soit, il n'y a rien qui vous perturbe. Il y en a d'autres, vous pouvez effectivement monter, observer la salle, voilà, vous immerger un peu donc, de cette ambiance et monter sur le ring. Et dès que le gong retentit, après bien évidemment votre face à face pardon, et les recommandations de l'arbitre, le gong retentit. Lorsque le gong retentit, il n'y a que deux possibilités. Soit c'est vous qui attaquez, soit c'est le partenaire qui attaque. On est d'accord. Donc s'il attaque, comment est-ce qu'il attaque? Est-ce que vous sentez que c'est un round d'observation? Ou alors vous sentez que d'entrée, vous allez devoir donc être dans le dur tout de suite? Mais ça fera l'objet d'une autre discussion. Voilà, pour l'instant, on a parlé effectivement de l'approche que vous devez avoir à l'entraînement. Il y en a plein d'autres, hein. J'essaierai donc, au fur et à mesure donc, des vidéos, de revenir sur ces deux approches. À l'entraînement, ce que vous pouvez faire, et en combat, ce que vous pouvez faire. Voilà. Ce sont deux approches différentes. Et pourtant, en combat, pardon, à l'entraînement, vous pouvez effectivement donc entrer dans le vif du combat. C'est ce qu'on appelle les combats tests. Lorsque vous êtes dans une préparation spécifique, vous faites une fois par semaine, pas trop, sinon ça n'a aucun sens. En plus de faire énormément de sparring, vous faites des combats tests. Alors le combat test, c'est quoi? C'est-à-dire que lorsque vous arrivez à la salle, vous n'êtes venu que pour cela. Vous préparez mentalement à faire un combat dur avec vos partenaires d'entraînement. Soit tourner tous ensemble, d'accord? Ou alors, tout dépend des rounds que vous avez à faire et des minutes que vous avez à faire, changer de partenaire soit toutes les minutes, soit rester avec le même partenaire. Tout dépend des personnes qui sont à la salle, on est d'accord, et du niveau que vous avez à la salle. Il m'est arrivé, moi, des fois, d'avoir aucun partenaire, soit aussi grand que moi, soit au niveau du poids égal au mien, et donc je tournais avec des débutants. Et donc, ce que je faisais, c'est que je les faisais rentrer toutes les 20 ou les 30 secondes, et là, je travaillais beaucoup plus en endurance. Je travaillais bien évidemment doucement, mais voilà. Il faut essayer de vous adapter vis-à-vis des partenaires que vous avez à la salle ce jour-là. Ou alors, il m'arrivait d'aller dans d'autres salles pour tourner avec des personnes qui ont soit mon niveau, soit un niveau beaucoup plus élevé, ou bien de tourner dans une autre forme de boxe que la mienne. Un pro, en anglaise, qui avait exactement le même poids que moi. Mais au niveau de la puissance dégagée par ces coups de poing, croyez-moi que... mais il y avait deux niveaux de différence. Et pourtant, je n'étais pas un manchot, hein. Mais croyez-moi qu'il avait une frappe qui était très puissante et très sourde. Donc, ce que je faisais, c'est que je n'allais pas à la confrontation avec lui. Je ne m'occupais que de travailler de manière rapide, lucide, et je travaillais sur tout le déplacement. Et comme il n'arrivait pas à me toucher parce que j'étais constamment en train de tourner, donc ça le frustrait un peu, mais c'était des bons échanges. J'étais sûr que si j'allais à la confrontation avec lui, c'était même pas la peine. Donc quelquefois, essayez de ranger votre ego et de travailler donc de manière différente, parce que dites-vous que l'entraînement est le meilleur des combats. C'est là où vous allez ressortir le meilleur de vous-même, et le combat n'est qu'une finalité en fait. Donc plus vous progressez à l'entraînement, avec différentes stratégies mises en place, plus vous serez bon en combat. Et l'inverse, est-ce qu'elle est vraie? Ça, comme dirait le narrateur de Conan le Barbare, ceci est une autre histoire.